Bonjour à tous, si vous nous rejoignez pour ce nouvel instant recherche de la Fondation Croix-Rouge française, en vous laissant le temps d'arriver tout doucement, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être présent pour cette 12e édition de l'Instant Recherche, le webinaire de la Fondation Croix-Rouge française consacré cette fois-ci à l'accompagnement de la dépendance des personnes âgées. Alors, si vous connaissez déjà la Fondation et l'Instant Recherche, c'est un plaisir de vous revoir et je vous remercie pour votre fidélité. Et si vous découvrez la Fondation à l'occasion de cet événement, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre intérêt pour les activités de la Fondation, que je vous invite à mieux connaître en parcourant notre site internet, d'abord, dont Anaë, qui fait partie de l'équipe de la Fondation, vous donne le lien dans le fil de discussion du Zoom, ainsi que d'autres liens que je vais évoquer dans quelques instants. Parmi toutes les productions de la Fondation que vous pouvez retrouver sur notre site, je vous invite à parcourir 10 ans de recherche au cœur des vulnérabilités. C'est le titre de l'ouvrage spécial L'essentiel scientifique que nous avons publié fin 2003 à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation. Cet ouvrage revient sur tout le travail accompli jusqu'ici et constitue sans doute le meilleur outil pour présenter la Fondation et toute son histoire, c'est-à-dire près de 50 prix de recherche remis, plus de 50 appels à bourse de recherche lancés, environ 700 projets reçus en réponse à ces appels, dont 130 ont été soutenus pour mener des recherches dans plus de 20 pays différents et par des chercheurs de plus de 20 nationalités et 16 disciplines des sciences humaines et sociales différentes. Alors, cet anniversaire a aussi été l'occasion de lancer de nouveaux projets et parmi ces projets, il y a une série de podcasts que nous avons appelés Enquête d'humanité et qui permet de découvrir les résultats des travaux de recherche soutenus par la Fondation Croix-Rouge française par la voix de celles et ceux qui les ont conduits. Donc, vous pouvez les retrouver aussi sur notre site et sur toutes les plateformes classiques de diffusion des podcasts. Voilà, le message est passé. Donc, j'en profite aussi pour vous rappeler que tous nos événements organisés sont filmés et que vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube et ce sera d'ailleurs le cas de ce webinaire. Alors pourquoi un instant recherche consacré à ce thème, la dépendance des personnes âgées et son accompagnement? D'abord, de quoi parlons-nous? La dépendance des personnes âgées désigne l'incapacité, partielle ou totale, à accomplir seules les actes essentiels du quotidien en raison d'une altération physique ou cognitive, d'une maladie chronique ou de handicap lié à l'âge. En France, officiellement, 1,3 million de personnes âgées sont reconnues comme dépendantes et touchent l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, selon le ministère de la Santé en 2022. Cela représenterait 7,3% des personnes âgées de 60 ans ou plus, un chiffre qui minimise très certainement la réalité de la perte d'autonomie, car les enquêtes sur le non-recours à l'APA estiment qu'il est de l'ordre de 20 à 30%. Donc on serait bien plus proche d'un nombre de personnes âgées dépendantes de 1,5 million, voire davantage. Selon l'INSEE aussi, en 2022, 27% des personnes âgées de 65 ans ou plus déclarent une limitation modérée de leurs activités et 18,8% une limitation sévère. Bref, quels que soient les chiffres, le phénomène tend à s'aggraver avec l'allongement de l'espérance de vie et le vieillissement de la population. Aussi, cette situation nécessite une assistance accrue pour se nourrir, se laver, se déplacer ou gérer des démarches administratives qui pèsent lourdement sur les familles et les aidants, souvent épuisés, ainsi que sur le système de santé et les structures d'accueil qui doivent s'adapter à une population vieillissante. Enfin, son coût, le coût de ce phénomène, tant humain que financier, et les limites actuelles de l'action publique imposent de repenser l'accompagnement et au-delà la place de nos aînés dans une société où la solidarité intergénérationnelle n'est plus systématique du fait de l'éclatement et de l'éloignement des familles. Pour répondre à tous ces défis, cette grande cause nationale, pouvoirs publics et secteurs associatifs jouent un rôle essentiel et des initiatives œuvrent justement à rassembler celles et ceux qui, dans la société civile et la puissance publique, sont engagés contre l'isolement social des personnes âgées dans le cadre d'un partenariat inédit. C'est le cas de Mona Lisa, dont nous parlerons tout à l'heure. C'est le cas aussi des actions de la Croix-Rouge française qui renforcent la lutte contre l'isolement social et encouragent la solidarité intergénérationnelle, proposent aussi des solutions
afin de répondre aux besoins des personnes dépendantes, mais aussi de leurs aidants. On y en reparlera aussi tout à l'heure. Mais il reste encore beaucoup à faire et beaucoup à penser aussi très certainement. Donc c'est pourquoi la 12e édition de l'Instant Recherche de la Fondation Croix-Rouge française a réuni aujourd'hui 2 chercheurs et une responsable d'association pour aborder les enjeux actuels liés à la perte d'autonomie et à la dépendance des personnes âgées, ainsi que les solutions à l'œuvre ou à explorer pour un accompagnement digne et adapté aux besoins de chacun. Donc, je vous présente maintenant nos invités que je remercie encore d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Louis Braverman, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sociologue, maître de conférence à la faculté de médecine et sciences de la santé de Brest. Vos travaux portent sur les transformations de l'EHPAD à l'heure où son modèle est souvent présenté comme en crise. À titre d'exemple, vous suivez actuellement la création d'un quartier d'habitation, notamment pour les aînés à Brest. En 2021, avec le soutien de la Fondation Croix-Rouge française, de l'Agir Carco et du groupe Vive, vous avez étudié le dispositif Vivre à la maison, vivre la maison de la Croix-Rouge française. Votre recherche, alors intitulée L'EHPAD hors les murs, un modèle innovant d'accompagnement à domicile face aux défis de la lutte contre l'isolement, a eu pour objectif d'interroger la façon dont les dispositifs de type EHPAD hors les murs répondent aux défis de la lutte contre l'isolement social des seniors. À travers cette recherche, vous êtes donc intéressé à la place singulière qu'occupe le modèle de l'EHPAD hors les murs dans le champ de la lutte contre l'isolement social des seniors. Et avec vous, donc aujourd'hui, nous allons essayer de repenser ce modèle d'EHPAD en abordant ces dispositifs alternatifs. Parmi vos récentes publications, j'en citerai 2. Les dispositifs renforcés de soutien à domicile, quels apports à la lutte contre l'isolement? C'est le Pratique et Humanité que vous avez publié sur le site de la Fondation. Et un dispositif EHPAD hors les murs, l'utilisation par ses bénéficiaires dans la revue Gérontologie et Société parue en 2021. Lauriane Dos Santos, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes sociologue également, postdoctorante puis chercheuse à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique en Polynésie française. En 2022, avec le soutien de la Fondation Croix-Rouge française et de l'Agir Carco, vous avez étudié l'expérience sociale de l'isolement des personnes âgées en Polynésie française et ses déterminants. Votre recherche intitulée alors Isolement social et précarité des personnes âgées, une ethnographie de la vieillesse en Polynésie française, visait à combler un manque de données sur les conditions de vie dans la vieillesse dans le contexte familialiste polynésien, ou prévoit un accompagnement à domicile par les proches, faiblement encadré par les institutions. Cette enquête a ensuite été prolongée et enrichie pour donner lieu à un programme scientifique en cours sur les enjeux sociaux, économiques et sanitaires du vieillissement démographique sur ce territoire ultramarin, apportant au débat sur les conditions sociales du vieillissement un regard décentré vis-à-vis du contexte et du modèle hexagonal. Parmi vos récentes publications, je citerai Relations de dépendance et formes de violence dans la famille, enquête sur les personnes âgées gardées à domicile, disponible sur HAL, Vieillesse, les limites du soutien familial, votre pratique et humanité, paru sur notre site. Et donc avec vous, Lauriane, nous évoquerons le contexte particulier de l'isolement social et de la précarité des personnes âgées en Outre-mer. Enfin, Françoise Fromageau, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes médecin gériatre et vice-présidente de la Fondation Croix-Rouge française. Vous avez un long engagement au sein de la Croix-Rouge, d'abord localement à Pont-l'Abbé, où vous avez présidé l'unité locale pendant 12 ans, puis au département du Finistère, enfin à la région Bretagne, que vous présidez depuis mars 2017. En 2004, vous avez été élue administratrice nationale de la Croix-Rouge française, puis en 2013, vous en devenez secrétaire nationale en tant que présidente de la commission des statuts et du bénévolat, poste que vous garderez jusqu'en 2017. Nommée en 2013 au Haut Conseil de la vie associative, vous êtes également vice-présidente de Mona Lisa, Mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, dont vous nous parlerez tout à l'heure, de l'ANSA, l'Agence nationale des solidarités actives, dont vous êtes membre du conseil d'administration. J'ajoute enfin que vous êtes chevalier dans l'ordre du mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Et donc avec vous, Ce qui est pas vraiment. Merci. Une précision comme une autre. Et donc avec vous, Françoise, nous aborderons la politique du grand âge et le rôle des associations, notamment aujourd'hui et demain, face aux défis de la dépendance et de l'isolement social des seniors. Merci encore à
à tous et toutes d'avoir accepté notre invitation. Avant d'ouvrir la table ronde, je rappelle au public que si vous ne pouvez pas vous adresser oralement aux intervenants, vous pouvez leur poser des questions et faire des commentaires dans l'espace de discussion de Zoom. Anaë Galetto, notre chargée de projet scientifique à la Fondation, fera une synthèse afin de les communiquer aux intervenants durant les 20 minutes qui suivront la table ronde. Voilà. Nous partons donc. Encore merci à vous tous. Louis, je commence par vous avec le soutien de la Fondation Croix-Rouge française donc, et de la GERCARCO et du groupe Vive, comme je le disais tout à l'heure. Vous aviez conduit donc une enquête entre 2020 et 2021, une étude intitulée Les dispositifs renforcés de soutien à domicile, quels apports à la lutte contre l'isolement? Votre objectif, c'était d'interroger la façon dont les dispositifs de type EHPAD hors les murs ou EHPAD à domicile répondent aux défis de la lutte contre l'isolement social des seniors à travers l'étude de Vivre à la maison, le dispositif de la Croix-Rouge française qui offre un accompagnement renforcé à domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Parlez-nous de ces nouveaux modèles d'EHPAD, s'il vous plaît, et particulièrement de Vivre à la maison. Comment fonctionnent ces dispositifs? Quelles sont leurs spécificités? Quels services sont prodigués aux personnes et comment? Oui, donc le point de départ, c'est de rappeler que souvent les EHPAD sont présentés comme étant en crise, hein, vous l'avez dit Vincent en introduction. On peut penser bien sûr à la crise de la Covid-19. Plus récemment, vous vous souvenez du scandale Orpea et du livre Les Fossoyeurs, qui ont rappelé à quel point voilà, la situation des EHPAD peut être dramatique et problématique à bien des égards. Mais même avant ça, en fait, la crise des EHPAD, telle qu'on la nomme, elle était aussi présente. En fait, les professionnels de santé, les acteurs qui participent à la vie des EHPAD étaient conscients des limites de ce modèle et déjà ils avaient et elles avaient entrepris à penser le modèle des EHPAD, à le repenser. Et il y a notamment, voilà, parmi les différents trajectoires de ce modèle, moi j'ai suivi effectivement Vivre à la maison et avant ça, une première expérimentation à Sartrouville dans un EHPAD qui se voulait un peu innovant, c'est-à-dire casser les codes de l'EHPAD avec ce qu'on pense généralement, c'est d'un côté, il y a le domicile, la vie à domicile, et d'un autre côté, la vie en institution. Et là, l'idée, c'est finalement assez simple, c'est essayer de trouver un entre-deux, quelque chose d'alternatif entre le tout domicile et le tout institution. Très concrètement, voilà, ça passait par chercher des modèles alternatifs, valoriser le domicile, puisque toujours les personnes, elles cherchent à vivre chez elles, à domicile, et donc essayer d'offrir quelque chose, un accompagnement renforcé pour vivre le plus longtemps possible chez soi, éventuellement faire des liens avec l'EHPAD, avec des services de maintien à domicile, voilà, pour continuer à vivre chez soi dans de bonnes conditions. Voilà, c'était ça le point de départ. Merci. Alors, quels sont les principaux bienfaits et avantages de ce type de dispositif que vous avez pu étudier? Euh, Très concrètement, c'est donc des dispositifs. Alors, je vais revenir un peu sur ce qu'ils proposent, mais par exemple, vivre à la maison, c'est à la fois donc des dispositifs renforcés de maintien à domicile, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des services d'aide à domicile, des aides à la vie quotidienne, une astreinte infirmière de la nuit, par exemple, des technologies aussi vont être mobilisées. Il va y avoir un transport qui est possible entre l'EHPAD et le domicile. Et vous comprenez, une coordination aussi qui est faite pour le maintien à domicile. En plus de ce travail de maintien à domicile qui est renforcé, il y a aussi des liens qui sont faits avec l'EHPAD ou alors d'autres, un SIAD par exemple, sur le territoire. Et donc ces liens avec l'EHPAD, c'est par exemple aller au restaurant, avoir accès à des animations, avoir accès à un hébergement en cas de pépin physique ou à l'éloignement d'un proche. Donc, un ensemble d'accompagnement renforcé et une coordination qui nous amène à le principal bienfait, c'est tout simplement à vivre la perte d'autonomie de la meilleure façon possible. Mais de manière plus précise, c'est aussi
de la promotion de la santé, prévention de la santé. Vous voyez, si je dis aller à des animations à l'EHPAD, avoir un hébergement si mon proche ou si mes enfants se partent en vacances, ça c'est aussi voilà, de la promotion, de la prévention en cas de pépin physique ou en cas d'aléa de la vie quotidienne. C'est aussi une logique d'inclusion. Voilà, parmi les bienfaits du dispositif, on peut parler de l'inclusion qui est portée par ce type de dispositif, c'est-à-dire insister sur l'intergénérationnel, penser l'EHPAD comme étant un acteur d'une vie locale, d'un quartier, d'une ville, et non pas comme une institution fermée. Vous voyez, il y a le principe de base, c'est penser l'EHPAD comme étant accessible depuis un domicile et donc ouvrir les portes de l'EHPAD. Voilà. De manière transversale, il y a aussi cette question d'isolement qui est problématique pour les personnes âgées bien souvent, et donc vivre à la maison ou les dispositifs de maintien à domicile qui proposent une offre renforcée, voilà, cherchent à lutter contre l'isolement. Et ça, c'est notamment grâce à la coordination des différents acteurs d'un territoire, grâce au rôle des professionnels, des bénévoles. Souvent, il y a une infirmière coordinatrice aussi qui est très active, c'est-à-dire que c'est une infirmière qui est pas vraiment dans le soin, mais plutôt dans la coordination, qui va être à l'écoute des besoins des personnes âgées, de leur parcours, des professionnels qu'il est important pour ces personnes âgées de rencontrer. Et donc, cette infirmière coordinatrice va aussi agir contre l'isolement social. Voilà. Donc, en résumé, une lutte contre l'isolement social, un maintien à domicile renforcé, une logique d'inclusion, de prévention de la santé, et on pourrait rajouter aussi la question du libre choix. Prendre au sérieux la volonté des personnes âgées de rester chez elles, à domicile le plus longtemps possible, et donc valoriser leur autodétermination, c'est-à-dire vivre chez elles le plus longtemps possible. Voilà. Euh, Face à tous ces atouts, vous soulevez quand même quelques limites. La première que j'ai relevée concerne les proches. Euh, Oui, c'est vrai que les proches, qu'on appelle parfois aussi les aidants, la famille, sont vous le savez, hein, tous, c'est des acteurs vraiment clés de la perte d'autonomie, justement de l'accompagnement des personnes âgées, que ça soit pour garantir le maintien à domicile, mais aussi quand il y a éventuellement une entrée en EHPAD pour permettre un accompagnement dans l'institution le plus sans rupture, si vous voulez, le, le meilleur possible, de meilleure qualité. Et donc, à domicile, en fait, les proches sont toujours présents. Ils sont toujours très présents, et un dispositif comme Vivre à la maison, ça peut soulager le travail des proches, mais dans bien des cas, les enfants, les conjointes ou les conjoints ont toujours une place très importante. Ce sont des personnes qui sont présentes souvent du matin au soir pour assurer les liens entre les professionnels, pour gérer des démarches administratives, pour aller chercher des médicaments, planifier les aides, les soins. Là, l'intérêt, c'est que, comme dans Vivre à la maison, par exemple, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'aides et à coordination qui visent à soulager les proches. Par exemple, des choses très concrètes, hein, je vous dis, la livraison des médicaments, ça peut être pris en charge. Il peut y avoir des petits travaux qui sont aussi réalisés par la Croix-Rouge. Donc, les choses sont vraiment facilitées, si vous voulez. Néanmoins, parfois, voilà, la place des proches est toujours prise. Une autre limite, c'est bien sûr que ce sont souvent des expérimentations, qui ont les mêmes problèmes que dans le champ de la perte d'autonomie, c'est-à-dire avoir des recrutements de professionnels dans le champ de la perte, dans le secteur du vieillissement, c'est parfois difficile. Euh, des questions budgétaires très concrètes qui peuvent constituer des limites pour ces dispositifs innovants. Voilà. donc, ce sont des dispositifs qui peuvent aussi être assez demandeurs d'engagement de la part des proches aussi, qui ont ce risque-là
finalement de renforcer l'investissement des proches aussi dans la coordination? Euh, Pardon. L'atout, c'est un atout, c'est quand même de soulager les proches. Mhm. Néanmoins, la part des proches est toujours Reste important. importante. Donc voilà, l'objectif, c'est quand même de soulager les proches. Ça permet, dans bien des cas, de le faire. Mais toutes les situations, voilà, ne sont pas réglées. En fait, c'est ça, et c'est un vrai enjeu du maintien à domicile, que ça soit dans ces dispositifs-là, de manière générale, parce qu'on n'a pas de solution miracle, en fait. Parfois, voilà, on est face à des difficultés qui sont très concrètes et qui pèsent, in fine, effectivement, sur les proches. Un autre point important de votre recherche que j'ai soulevé, c'est que vous dites que l'ordonnancement des services par rapport aux besoins rend possible un accompagnement personnalisé qui permet aux personnes âgées et à leurs proches d'agir sur les difficultés qu'ils rencontrent ou sur celles qui potentiellement peuvent survenir. Et c'est cette personnalisation qui est la source principale de satisfaction d'ailleurs des usagers et renvoie au caractère singulier de ce type de dispositif par rapport à l'hébergement en établissement ou au service à domicile classique. Mais vous tendez à dire que la logique de personnalisation de l'accompagnement a ses limites et qu'elle apparaît parfois freinée par des contraintes organisationnelles, des difficultés d'ordre matériel ou liées à l'organisation même du travail. Oui. Donc, d'un côté, c'est une personnalisation qui est bien vue, qui est vraiment un effort qui est fait. Ça veut dire quoi, personnalisation? C'est tout simplement, ben, c'est des services qui sont parfois offerts à la carte. Tout le monde n'a pas besoin de se faire livrer les repas ou les médicaments ou d'aller à l'EHPAD s'il veut aller ou si elle veut ou s'il veut aller au restaurant ou suivre une animation. Donc, c'est vraiment chacun fait comme il veut dans ce type de dispositif de vivre à la maison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est valorisé par les personnes âgées. Néanmoins, on ne peut pas faire toujours comme on souhaite. C'est-à-dire que il y a des contraintes très concrètes sur, par exemple, à partir de quelle heure l'aide-soignante peut passer à domicile pour assurer la toilette, ou à quelle heure l'infirmière passe à domicile. On comprend bien qu'il y a des contraintes de planning, des contraintes d'organisation, et que parfois plusieurs personnes souhaitent, par exemple, avoir une aide-soignante à 9 heures du matin, mais que concrètement, bah, voilà, c'est des questions organisationnelles qui sont impossibles à gérer. Voilà. Ouais. Donc, c'est cette standardisation finalement des services et des réglementations auxquelles est soumise l'organisation qui limite la personnalisation parfois de l'accompagnement. Mais on a bien compris les forces et tous les avantages de ce type de dispositif. Merci Louis, on reviendra vers vous un petit peu plus tard. Je passe la parole à Lauriane. On va continuer à aborder la question de la vieillesse à domicile aussi et des solidarités familiales envers les personnes âgées avec vous dans le contexte très particulier de la Polynésie française. Alors, si ce n'est la première, votre recherche a été une des premières à documenter et analyser les conditions de vie des personnes âgées dans ce contexte polynésien. Vous l'avez conduite en 2022, je disais, avec de multiples soutiens, donc la Fondation Croix-Rouge française, bien sûr, l'Agir Carco, le groupe Vive, ainsi qu'avec celui de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique et la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité de Polynésie française. Alors, cette recherche a porté sur l'isolement social et la précarité des personnes âgées en Polynésie française dans un contexte où il existe très peu de structures dédiées et très peu d'accompagnement professionnel et où en fait l'essentiel de la prise en charge repose sur la famille, le dévouement de la famille avec des aides ponctuelles de la part de la Polynésie française. La Polynésie française qui est d'ailleurs, vous le dites, confrontée à un vieillissement continu de sa population depuis les années 80 et où donc l'incitation au maintien à domicile des personnes âgées et comme vous dites, au care familial constitue la ligne directrice de la politique du pays dans ce domaine. Alors peut-être avant de commencer et d'entrer dans les détails de votre recherche, on va profiter de votre présence pour vous demander qu'est-ce qu'être vieux en Polynésie française et voilà, comment est-ce que vous pourriez le décrire, surtout pour des personnes, pour moi, alors je parle après peut-être pour Louis ou pour Françoise, qui n'ont pas encore eu la chance d'être allés là-bas. Merci Vincent.
Vieillir en Polynésie française, être vieux en Polynésie française, c'est avant tout effectivement vieillir à domicile et en famille. Donc la question de l'entourage familial, du lien familial est vraiment prévalente dans la manière dont s'organisent les vies quotidiennes, en fait, dans la vieillesse. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec les grandes transformations socio-économiques qui ont eu lieu à partir du siècle dernier et avec la tertiarisation de l'économie, il y a eu un éclatement des figures de la vieillesse. Traditionnellement, les personnes âgées sont appelées les matahiapo, qui veut dire littéralement aîné. Mais alors, c'est aîné pas au sens de personne âgée, mais aîné au sens de premier-né dans l'ordre des naissances. Et donc, traditionnellement, cette figure du matahiapo, elle est, disons, une figure symbolique et politique. Ce sont des personnes qui ont une place importante pour décider, par exemple, de la gestion des affaires de terre et la transmission des patrimoines fonciers au sein des familles. Ce sont aussi les personnes que l'on consulte pour prendre certaines décisions, etc. Et aujourd'hui, sur le territoire, avec l'allongement de la durée de vie, notamment, on a cette autre figure qui est la vieillesse en perte d'autonomie ou dans des situations de dépendance. On a également toutes les figures liées aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies neuroévolutives. Donc, disons qu'il y a comme ça plusieurs référents euh, pour désigner donc la situation des personnes âgées sur le territoire. Alors, autre préambule, pour bien comprendre votre travail, je pense qu'il faut vraiment parler de votre approche particulière de la vieillesse, non pas par une sociologie de la vieillesse, mais par la sociologie des liens sociaux. Ça marque véritablement vos travaux. Oui, tout à fait. Donc, j'ai réalisé ma thèse de doctorat en 2019 sous la direction de Serge Pogam, et donc ça a quand même influencé évidemment la théorie de l'attachement et l'analyse des solidarités, a beaucoup influencé ma manière de lire les conditions de vie dans la vieillesse en Polynésie française. Et donc, l'approche que j'ai développée, elle se centre surtout effectivement sur le lien familial, mais aussi sur l'ethnographie des pratiques de solidarité qui s'articulent autour des personnes âgées. Donc, j'ai essayé de prendre en compte le fait que vieillir, c'est une expérience collective des systèmes familiaux, des systèmes de solidarité, qui aide qui, comment, à quel moment, pourquoi, en fonction de quelles valeurs, etc. Et comment la vieillesse met à l'épreuve tous ces liens Tout entre à tous les fait. individus. Alors, compte tenu de votre approche, on comprend qu'il était essentiel pour vous d'étudier les relations intergénérationnelles, les solidarités intrafamiliales, le care familial, comme vous dites, pour comprendre la situation de ces personnes âgées, parce que le principal filet de sécurité réside là encore aujourd'hui en Polynésie française. Dans le lien familial, oui, tout à fait. Je dirais que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que les Oui. descendants, les descendantes de première et de deuxième génération, d'ailleurs, il y a un investissement intéressant des petits-enfants dans la prise en charge des aînés. Donc, les descendants de différents degrés interviennent beaucoup dans la prise en charge, donc comme on vient de le dire, de leurs ascendants âgés. Et à l'inverse, les personnes âgées retraitées sont particulièrement importants pour assurer la protection de leurs descendants face à la précarité, par exemple, dans un contexte où il n'y a pas d'allocation chômage en Polynésie française, alors qu'il y a le dispositif du minimum vieillesse depuis les années 80. Donc en fait, les personnes âgées retraitées sont des ressources monétaires importantes dans ces systèmes familiaux, dans des contextes économiques qui parfois sont difficiles dans les milieux populaires notamment. Sont loin d'être juste des personnes assistées, mais sont partie prenante active de la vie du ménage, y compris du bien-être matériel de tous les membres du ménage, Tout effectivement. à fait. Et donc la complexité, c'est de comprendre ces architectures qui vont, enfin ces liens et ces solidarités qui vont dans différents sens en fait. Alors, vous montrez que ce modèle de soutien familial qui va dans différents sens s'observe dans les arrangements résidentiels, c'est-à-dire qui vit avec qui. Voilà, mais il se heurte à une mutation de la famille, voilà, qui tend vers le modèle de la famille nucléaire. Donc c'est une évolution que vous observez depuis quelques années, mais il se heurte aussi, ce modèle de soutien familial, à un contexte de paupérisation, la Polynésie française également, et vous montrez que les familles, globalement, souhaitent finalement garder leurs aînés auprès d'elles, mais toutes n'en ont pas les moyens ou n'ont pas les moyens de le faire convenablement. Tout à fait. Donc, on dispose maintenant d'un certain nombre de travaux sur l'évolution de la famille en Polynésie française.
On sait qu'on est dans un contexte de pluralisme familial. Donc, pendant longtemps a prévalu l'idée qu'on passait du modèle de la famille élargie à un modèle familial plus occidental tourné autour de la famille nucléaire. En fait, ce que l'on observe, c'est qu'il y a un éclatement des manières de faire famille et des formes familiales. Donc, avec Loïc Trabu, qui est donc un collègue sociologue, chercheur à l'Institut national d'études démographiques, qui a une approche plutôt quantitative et qui avait une base de données très intéressante issue des derniers recensements et des enquêtes faites par son équipe, on a essayé de croiser ce que moi j'observais sur le terrain avec les données que eux avaient. Et on a réussi à faire une typologie familiale en lien avec la manière dont étaient pris en charge prises en charge les personnes âgées. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même encore des familles élargies dans lesquelles la charge du care, ou en tout cas l'organisation de la prise en charge des aînés, elle fonctionne encore sur un mode assez collectif. Donc, tout le poids de l'accompagnement ne repose pas que sur une personne. Il y a une entraide des descendants sur les questions médicales, sociales, etc. Et par contre, effectivement, il y a aussi tout un autre pan avec des aidants qui sont assez isolés et assez seuls face à cette prise en charge d'un parent âgé. On a également toute une partie des aidants qui ont du mal à faire un consensus ou à trouver un compromis entre prendre en charge un parent âgé à la maison et réussir à côté à conserver un emploi ou une intégration dans l'emploi salarié, ou à continuer d'avoir sa propre famille à côté. Donc, on a tout un tas d'aidants qui n'ont pas encore, qui appartiennent aux jeunes générations, qui n'ont pas encore construit leur propre foyer familial, qui se retrouvent à devoir assurer cette solidarité importante envers un ascendant et qui n'a pas forcément de dispositif d'aide pour compenser cet éloignement à l'emploi. Oui, puis il n'existe pas de RSA, par exemple, ou d'allocation chômage, pour le Non, contexte. Euh, non, Très bien. Euh, Vous montrez aussi que ces conditions difficiles peuvent conduire à des situations de violence, solitude ou délaissement aussi chez les personnes âgées, des situations que vous aviez déjà étudiées dans une précédente recherche à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique et qui portait donc sur les violences intrafamiliales envers les personnes âgées et handicapées dans ce contexte polynésien. Oui, tout à fait. En fait, les tout premiers travaux sur la vieillesse que j'ai développés en Polynésie française, c'était en 2021 et c'était suite à un partenariat, une convention de recherche avec les services sociaux territoriaux. Et c'était via cette entrée très spécifique que sont les violences intrafamiliales dans le contexte de la prise en charge des personnes dépendantes ou en perte d'autonomie. Et là, ce qui ressortait, c'est qu'évidemment, les données quantitatives ou statistiques qui sont recensées par les services sociaux nous montrent des données ou nous montrent une prévalence très minoritaire, en fait, des chiffres assez faibles au niveau du nombre de violences ou de maltraitances signalées. Mais on a pu aboutir tout de même avec les entretiens, etc., à une typologie de ces violences. L'une d'entre elles est par exemple, ou la plus importante, est le délaissement. Donc, on a pu voir notamment que ce n'était pas parce qu'on vivait en famille élargie en tant que personne âgée que nécessairement on était protégé contre l'isolement ou le sentiment de solitude. Donc, notre principal point d'analyse était de décorréler en fait le critère résidentiel et l'analyse de la solitude ou de l'isolement. Et à contrario, on a 14% de personnes âgées qui vivent dans des ménages seuls, et c'est pas pour autant qu'elles sont en situation d'isolement ou de solitude. Donc, notre travail a été principalement de partir des situations pratiques quotidiennes pour pouvoir analyser ces situations-là. D'où l'intérêt des méthodes mixtes et de ne pas se contenter uniquement aussi des approches quantitatives pour étudier ces questions. Alors, on parlait tout à l'heure avec Louis des EHPAD hors les murs ou EHPAD à domicile pour aider les personnes âgées et dépendantes qui souhaitent demeurer chez elles à le faire, tout en luttant contre les risques d'isolement social éventuel. Est-ce que vous verriez dans le modèle polynésien, à l'inverse, des sources d'inspiration pour le modèle en France métropolitaine d'accompagnement des personnes âgées dépendantes? À mon avis, il faut être vigilant dans la question des transferts de modèles d'un contexte à l'autre, parce que ce qui ressort, c'est que la manière dont on prend en charge les personnes âgées, c'est évidemment lié à l'histoire institutionnelle, à l'organisation de l'action publique, à l'état des solidarités et au type de société dans lequel on est. Donc c'est vrai qu'en France, on a tendance à dire qu'on est dans une société plutôt corporatiste, avec une prise en charge davantage professionnalisée, institutionnalisée. Et en Polynésie française, dans une famille plutôt familialiste, où on a encore cette prévalence du lien familial et des solidarités familiales sur les solidarités publiques.
Juste pour donner une petite indication, on a 300 à 350 aidants qui bénéficient d'un dispositif de soutien de l'action sociale. Donc, ce n'est pas une aide sociale de droit, c'est une action sociale qui est versée au compte-gouttes en fonction des caractéristiques des personnes, etc. Et qui bénéficient donc d'un dispositif qui s'appelle l'aidant FETI, qui veut dire aidant familial, par laquelle ils sont indemnisés à hauteur d'environ 400 € par mois. Pour accompagner un parent âgé ou un grand-parent âgé, et il faut pour cela prouver un lien de parenté, etc. Donc, sur cette question des transferts des modèles d'un contexte à l'autre, je dirais qu'en fait, tout le défi est de penser les modèles avec un ancrage territorial fort. Et c'est tout l'intérêt de mener des recherches en sociologie, justement, dans le contexte de la Polynésie française, dans un contexte où il y a une volonté politique aussi de construire un modèle qui soit différent du modèle hexagonal. Voilà, par exemple, ici, il existe un EHPAD qui a été fait de manière un peu expérimentale, mais il n'existe pas tout un réseau d'EHPAD qui serait voilà, un réseau institutionnel public facilitant cette prise en charge professionnalisée. Finalement, oui, c'est ce que vous disiez aussi en préparant ce webinaire, c'est que finalement, cette transposition des modèles qui peut être tentante comme ça nous amène finalement à nous demander qu'est-ce que le bien vieillir et comment répondre à cette question en fonction des spécificités, des territoires, des sociétés. Et si je vous posais la question pour la Polynésie, ce serait comment vous y répondriez? Alors, c'est intéressant parce que lors de ma dernière recherche que j'ai réalisée pour le compte du ministère des Solidarités et de la Famille de Polynésie française, on a pu interroger les personnes âgées, mais aussi les plus jeunes générations sur ce qu'elles considéraient être le bien vieillir. Qu'est-ce que c'est que d'être bien à la retraite ou après 60 ans? Et ce qui ressort de manière prévalente, c'est être entouré, être chez soi, donc le lien familial et l'ancrage dans son logement. Et la deuxième chose, c'est l'autonomie, l'activité. Donc pour pouvoir encore avoir des activités d'extérieur notamment. Voilà, et dans une troisième dimension, donc là, il y a une différence, je pense, assez forte avec le contexte hexagonal, l'intégration dans des réseaux de sociabilité religieuse apparaît comme un élément aussi important. Donc en tout cas, si on prend les deux premiers, le lien familial, l'ancrage dans un chez-soi et l'autonomie, eh bien, je dirais que le bien vieillir en Polynésie française, d'après en tout cas ce qu'on nous en dit et les représentations collectives, tourne autour de ces éléments-là. Merci Lauriane. Alors, après avoir entendu Louis évoquer un modèle innovant d'accompagnement à domicile face au défi de la lutte contre l'isolement social des personnes âgées, puis Lauriane nous parlait du contexte particulier de l'isolement social et de la précarité des personnes âgées en Polynésie française. Nous allons maintenant poursuivre avec vous, Françoise Fromageau, notre échange donc sur la lutte contre l'isolement social des personnes âgées à travers l'expérience singulière de Mona Lisa pour Mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, dont l'histoire et l'originalité illustrent, je crois, à la fois le rôle des associations aujourd'hui face aux défis de la dépendance et de l'isolement social des seniors, l'évolution aussi, les forces et faiblesses de la politique du grand âge en France, et enfin ce qui est possible de faire quand on rassemble, comme et c'est le cas de Mona Lisa, quand on facilite la coopération entre pouvoir public, institutions, mobilisation citoyenne pour participer activement à faire reculer l'isolement social. Je vous laisse nous en retracer l'histoire et évoquer aussi ces points très importants de la lutte contre l'isolement social des personnes âgées en France. Alors, merci beaucoup, Vincent, pour cette introduction. Merci aux deux autres panélistes d'avoir aussi introduit ce sujet. Et je pense qu'effectivement, on va se compléter de manière assez harmonieuse et cohérente. Merci en tout cas d'avoir organisé ce webinaire. J'ai envie de repartir finalement de ce qui a fondé Mona Lisa, c'est la canicule de l'été 2003. Je pense que c'est important de se rappeler, alors je parle de la métropole parce que je vois qu'il y a quelqu'un de l'outre-mer et peut-être qu'il y a aussi d'autres collègues connectés qui ne sont pas forcément métropolitains, mais en tout cas français. Mais la question en tout cas de l'été 2003, c'est-à-dire ce retour sur cette crise sanitaire majeure, canicule, 10 000 morts en plein été, je pense que ça a été un choc sociétal extrêmement fort, une sidération, que finalement de se dire ces personnes
étaient seuls, étaient complètement invisibles. Et tout le monde a été pris par surprise sur ces décès importants en plein été. Et puis, finalement, on s'est dit, plus jamais ça, quoi. Comme on se dit à chaque fois qu'il y a un truc hyper important qui sidère tout le monde, ça sera la dernière fois. Donc, 3 petits points de suspension. Je reviens à 2020, parce que finalement, souvenez-vous aussi, mais ça, cette crise, c'est une crise sanitaire, alors là, totalement planétaire et internationale, donc tout le monde l'a subi. Covid en miroir, un petit peu, j'avais envie de faire ce miroir-là, en tout cas avec la comparaison du Covid, extrêmement intéressant, parce que finalement, quand on s'est retrouvés pendant les premiers jours de l'épidémie, on s'est tous regardés, en tout cas dans les acteurs du soin et du lien, se dire, oh là là, faut pas qu'on se retrouve dans la situation de 2003 où on va ouvrir des portes et on va trouver des personnes âgées isolées décédées du Covid toutes seules. Je suis un peu caricaturale, mais c'est quand même quelque chose qui a un peu traversé les uns et les autres lors de la crise Covid, avec aussi, et on se le dit aujourd'hui, pendant la crise Covid, et tout le monde a parlé en tout cas de solitude et d'isolement, une vraie mobilisation citoyenne aussi autour de cette question de la proximité, du repérage des personnes âgées isolées qui habitaient dans votre immeuble. Et vraiment, on a observé en tout cas des vraies solidarités de proximité. D'ailleurs, la Fondation a accompagné quelques chercheurs sur ces questions-là, mais de voir en tout cas quelque part, 2003-2020, qu'il y avait quand même des choses qui avaient bougé autour de ces questions-là. Et de se dire aussi peut-être, et ça, une expérience très intéressante aussi du confinement, c'est qu'on a tous eu l'expérience d'être confinés. C'est-à-dire, à un moment donné, de subir cet isolement, peut-être de la solitude aussi, mais en tout cas de l'isolement autour du confinement, et qu'évidemment, on est tous sortis de cette période Covid différemment. Et ce qui était intéressant, et pour faire le lien avec l'invisibilité, en tout cas des publics isolés, qu'on a vu apparaître des publics qu'on n'imaginait pas si isolés que ça. Les jeunes, aujourd'hui, les jeunes, ils ont souffert d'isolement pendant le Covid. Les familles monoparentales, extrêmement compliquées. Les familles en situation de handicap et les familles en exclusion. Évidemment, aussi les personnes âgées. Mais en tout cas, intéressant aussi de se dire que cette crise sanitaire dernière, elle a aussi révélé des formes de solitude qu'on n'avait pas perçues jusqu'à maintenant. Vous voyez, donc 2003-2020. Donc 2003, vraiment, on a tous pris un gros choc sur la tête et on a mis quand même 10 ans, 10 ans, c'est quand même important de se dire 10 ans pour créer en tout cas quelque chose sous l'impulsion de Michel Delaunay, qui était secrétaire d'État aux personnes âgées, qui avait dans sa tête une loi qui s'appelait un projet de loi, qui était un projet de loi autour d'une vision en tout cas différente portée par la société sur le vieillissement. Donc c'était la loi s'appelait Adaptation de la société au vieillissement, mais vraiment avec ce côté, effectivement, au-delà du côté social, d'action sociale, de protection sociale, de sanitaire, en tout cas, l'ambition de changer le regard de la société sur le vieillissement. Et Mona Lisa, finalement, est née de ça, est née finalement déjà de cette impulsion politique extrêmement forte, et l'idée aussi de mettre autour de la table très rapidement les acteurs qui étaient concernés, en tout cas par cette situation-là, par cette problématique de l'isolement social. Donc à la fois, évidemment, les pouvoirs publics, avec Michel Delaunay en tête, les caisses de retraite, les caisses de prévoyance, les grands réseaux associatifs. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Croix-Rouge s'est retrouvée aussi dans ses membres fondateurs, en tout cas de Mona Lisa. Et il y a eu en fait un rapport qui a été produit par Jean-François Serre à l'époque, qui était délégué national des Petits Frères des Pauvres, qui a mis en lumière de manière extrêmement forte, en tout cas, la situation des personnes isolées de plus de 65 ans en France. Donc à l'époque, il y en avait plus d'1 million, avec vraiment 200 000 personnes qui étaient en mort sociale, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'une ou deux relations dans la semaine, ce qui est quand même extrêmement peu. Et quand on regarde, je dirais, 10 ans ou 15 ans après, et bien finalement, 10 ans après,
plus de 2,5 millions de personnes âgées isolées de plus de 65 ans et plus de 550 000 personnes en état de mort sociale. Donc, vous voyez qu'on a quand même explosé, en tout cas, les chiffres. Donc, 2014, Mona Lisa naît sur, donc, finalement, 2 jambes. La première jambe de Mona Lisa, et on le dit très clairement, c'est la question de la mobilisation citoyenne pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, c'est l'engagement, c'est-à-dire que finalement de se dire que dans ce pays, il y a quand même, moi me semble-t-il, encore un peu d'espoir, puisque finalement, sur un fait de société aussi fort, on trouve des personnes qui peuvent donner de leur temps, qui s'engagent, en tout cas de manière bénévole, de manière citoyenne, pour lutter contre l'isolement social. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de se dire, aujourd'hui, ce n'est pas une réponse évidemment univoque, mais c'est une réponse forte en tout cas de la société. SIC, d'ailleurs, la sidération citoyenne, je pense que ça répond aussi à ça. Et puis la deuxième jambe de Mona Lisa, c'est ce qui rejoint un petit peu vos propos, en tout cas les propos de Louis et de Lauriane, c'est dire aujourd'hui, ensemble sur un territoire, comment on fait territoire solidaire. C'est-à-dire que l'idée de se dire, on est plusieurs acteurs, on a plusieurs personnes, en tout cas, qui sont en train de traiter de cette affaire-là. Et l'idée, c'est de les mettre tous autour de la table et de faire coopération, de faire territoire solidaire. Alors, avec les partenaires, moi, que j'appelle du soin et du lien, avec 2 niveaux de coopération. Le premier niveau, c'est celui du territoire, en fait, du département, pour être très simple. On sait que le département a 7 compétences autour de la question de l'accompagnement des personnes âgées. Et de se dire aujourd'hui, au niveau territorial, entre les acteurs des territoires, de ces territoires, comment finalement on partage une vision commune autour de l'isolement, comment on mutualise, comment on forme les bénévoles, comment on fait un état des lieux, comment on détecte les zones blanches, comment on fait vraiment ce diagnostic de territoire vraiment extrêmement partagé et comment on se partage finalement les tâches à faire les uns les autres. Toi, tu iras là, moi, j'irai là. Enfin, je pense que c'est extrêmement important et quel que soit d'ailleurs le statut des acteurs. Et le deuxième point, c'est le niveau vraiment de proximité, parce que on le sait tous, hein, je crois que vous l'avez dit, lutter contre l'isolement, ce n'est pas même d'un chef-lieu de canton ou d'une préfecture qu'on gère ça. On est bien sur des questions de politique de proximité, du dernier kilomètre ou même de la dernière centaine de mètres. Et en fait, l'action de Mona Lisa, elle est vraiment le cœur de l'action de Mona Lisa. Ce sont des équipes citoyennes, c'est-à-dire ce sont des équipes qui se déploient en proximité des personnes, avec, je dirais, une exigence de formation des professionnels et une sorte de labellisation qui donne de la visibilité finalement à cette activité et une visibilité en direction évidemment des partenaires, évidemment des futurs bénévoles qui voudraient donner du temps et puis évidemment aussi aux personnes concernées. Et ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est qu'on a créé un écosystème solidaire de proximité avec à la fois, je dirais, des salariés du secteur, des professionnels du secteur, et à la fois des bénévoles dans une forme, moi, que j'appelle d'alliance de compétences entre bénévoles et salariés qui, sur un territoire, sont en capacité de répondre ensemble à une problématique de ce territoire contre l'isolement social. Et ce qui est intéressant aussi de se dire, et ça rejoint aussi la question, je dirais, de l'accès au droit ou du repérage, c'est-à-dire que quand on participe à un écosystème solidaire, quand on repère une situation extrêmement particulière d'urgence d'isolement social, on est aussi en capacité de trouver la bonne personne qui va répondre assez rapidement à cette demande. Et je pense que ça, c'est extrêmement important aussi de cette notion d'écosystème solidaire de proximité, avec peut-être un petit point qui a été dit par Louis et par Lauriane, qui est les EHPAD. Aujourd'hui, les EHPAD peuvent constituer aussi des centres territoriaux de proximité, de ressources, comme des services de soins à domicile. Donc là, il y a vraiment un écosystème qui commence à se mailler et peut-être aussi enfin, je veux dire, la philosophie du service territorial public de l'autonomie qui pourrait aussi s'inscrire en fait aussi dans cet écosystème. Et puis, je vais aussi insister, et je crois que c'est Louis qui en a parlé, sur les questions des valeurs partagées. Parce que nous, ce qu'on défend aussi à Mona Lisa, c'est cette question de la citoyenneté de la personne âgée jusqu'au bout de la vie, c'est-à-dire d'être en capacité de faire son choix
Et ça, c'est vraiment une éthique d'intervention qui est partagée. Et ce qu'on dit aussi, nous, c'est que finalement, dans Mona Lisa, c'est un citoyen qui a choisi d'être là, qui rencontre un autre citoyen qui a choisi de l'accueillir parfois dans son intimité, dans son domicile, et qu'évidemment que sur ces relations-là et cette rencontre-là, on est dans une rencontre que j'appelle citoyenne de vraie réciprocité et de lien durable. Évidemment que on n'est pas le bénévole qui va prendre du temps avec une personne âgée, et isolée. C'est pas celui qui porte le repas, c'est pas le médecin, c'est pas le kiné, c'est pas l'infirmière, c'est pas l'assistante sociale, c'est un citoyen qui a choisi d'aller le voir en tant que personne. Et c'est vrai que le regard qui est porté sur cette personne est évidemment complètement différent et complémentaire, en tout cas, de ceux des professionnels. Peut-être aussi se dire qu'il y a 10 ans, nous, on disait vous savez, l'isolement nuit à la santé. On nous regardait un petit peu en disant, mais non, voilà. Donc, on est plutôt assez content parce que peut-être que ceux qui suivent un peu tout ce qui concerne les impacts sur la santé de l'isolement social, que ce soit d'ailleurs des vieux ou des jeunes, hein, mais en tout cas, nous, notre cible aujourd'hui, c'est plutôt les personnes âgées. Ça y est, en tout cas aujourd'hui, on sait que ça a des impacts sur la santé physique, sur des décès précoces, sur des risques de pathologies cardiovasculaires, de maladies neurodégénératives. Et ce qu'on dit aussi d'ailleurs, c'est que par exemple, que ça pourrait correspondre en termes de risque de santé de fumer 10 à 15 cigarettes par jour, ce qui est absolument pas négligeable, que ça a évidemment un impact fort sur la santé psychique. Alors aujourd'hui, évidemment, dans année internationale de la santé mentale, je pense qu'on peut se reposer cette question aussi de l'impact de l'isolement social, en tout cas sur la dépression, l'anxiété. Évidemment, je vais pas développer, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis le troisième point, et je pense que c'est la question de la santé sociale. Aujourd'hui, on est dans un pays où l'isolement est vraiment extrêmement important et on voit que cette question, en tout cas, de la rupture du lien social ou en tout cas de l'altération des liens sociaux, elle joue aussi sur la cohésion sociale. Elle joue vraiment aussi, en tout cas, sur ce mode, me semble-t-il, de vivre ensemble. Et puis sur les clivages intergénérationnels, je crois que c'est Lauriane qui en a parlé, ces questions, en tout cas, comment finalement on lie en tout cas les générations. On l'a vu pendant le Covid, hein, on a eu quand même des clivages extrêmement importants, souvenez-vous, sur les questions d'admission en réanimation, sur les questions de vaccins, sur les questions... Enfin, souvenez-vous de ce qui s'est passé. C'était quand même extrêmement préoccupant, en tout cas, sur la cohésion sociale. Même se dire que l'OMS s'en est emparée, c'est pour vous dire quand même, au vu de cette épidémie de solitude, l'OMS a même créé une commission ad hoc sur la lutte contre l'isolement social et présidée d'ailleurs par un chirurgien américain. Donc, vous voyez, tout est possible. Et donc, les travaux de cette commission, très probablement, vont pouvoir être diffusés dans les semaines qui viennent. Et puis, j'avais envie de dire aujourd'hui aussi, pour ces bénévoles qui agissent au sein de Mona Lisa ou toute une communauté d'acteurs autour de la lutte contre l'isolement social, j'ai envie de dire qu'on soit bénévole ou salarié, je pense que c'est un engagement à fort impact sur plusieurs choses. La première chose, sur la question de la santé. On voit que ça a des impacts sur la santé. Donc, on pourrait se dire quand même, voilà, que si on peut améliorer la santé des personnes âgées, que déjà de lutter contre leur isolement social, c'est finalement quelque chose qui paraît peut-être extrêmement simple, extrêmement facile à mettre en œuvre. Ou ce qu'on peut dire quand même, c'est que sur les études qui sont faites sur le vieillissement heureux, quand on regarde les personnes qui vieillissent bien par rapport à ce que vient de dire Lauriane, ben 75% des seniors engagés sont heureux et vieillissent bien. Donc ça vous questionne. Que nous, quand on regarde aussi les personnes engagées à la Croix-Rouge, ce qu'elles nous disent, et moi c'est le témoignage de personnes âgées engagées à la Croix-Rouge, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, moi, le fait d'être engagé à la Croix-Rouge, de m'occuper de la vestiboutique, de la distribution alimentaire, c'est 2-3 fois dans la semaine où je ne mange pas seule. Ça veut dire que s'engager aussi, c'est aussi une manière de lutter contre la solitude.
Ça a aussi évidemment des impacts forts sur des enjeux de société, hein, on l'a vu, hein, sur les questions de la démographie et du vieillissement de la population, sur les questions d'inégalité sociale et sociétale. Je pense que c'est extrêmement important aussi parce que, je veux dire, aujourd'hui, le fait en tout cas de pouvoir mobiliser des bénévolats de proximité lutte, me semble-t-il, contre des inégalités sociales fortes. Et puis peut-être aussi, et là je reprends une casquette Croix-Rouge sur la tête, la question lors des crises. On a vécu, par exemple, là, des inondations. On a vécu, ben, évidemment, à Mayotte, un cyclone extraordinaire. Mais je voudrais donner un exemple qui n'est pas un exemple français, mais qui est un exemple espagnol. Les personnes qui sont décédées lors des inondations extrêmement graves à Valence c'est essentiellement des personnes âgées, essentiellement des enfants, essentiellement des migrants et des personnes isolées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question en tout cas de l'isolement et de la solitude, elle pèse aussi dans les situations de crise. Et puis de se dire aussi que coopérer sur les territoires, ça crée des alliances et des synergies extrêmement importantes. Et je pense que quand on veut construire ou co-construire des politiques publiques au plus près du besoin des personnes, qu'évidemment de pouvoir recueillir des besoins dans des instances comme celle-ci sont extrêmement importantes pour adapter en tout cas des politiques de proximité. Et puis je pense qu'aussi, et ça c'est extrêmement important, mais vous l'avez aussi dit, que finalement de se dire qu'on peut aussi compter les uns sur les autres dans la société de demain, dans une société vieillissante, est extrêmement importante. Et on est dans un vrai paradoxe, et je voulais terminer comme ça, parce que finalement, nous, on s'est retrouvés dans une situation extrêmement compliquée à Mona Lisa, parce qu'en 2020, la 5e branche a été créée, la CNSA a été créée, et la CNSA, vous savez que c'est la branche de l'autonomie, et elle nous a dit, la CNSA, bah, écoutez, moi, je vais m'occuper de tout. Mona Lisa, bah, écoutez, c'est très bien ce que vous avez fait, vous avez tracé le chemin, mais nous, finalement, on va s'occuper de tout. Et donc, nous, en fait, on a été obligé de licencier le personnel de Mona Lisa. Je dis aussi clairement que ça en 2020, parce que la CNSA devait prendre le relais, ce qu'elle n'a pas totalement fait, évidemment. Mais n'empêche que c'est aussi un des paradoxes, c'est-à-dire que finalement, on lance des choses, la politique publique prend le relais, et pas à la hauteur, en tout cas, de ce que nous, on avait initié, la manière dont on l'avait initié. La deuxième chose aussi, c'est la question du bien vieillir, qui peut être considérée aussi comme une injonction, mais qui est aussi le reflet, en tout cas, d'inégalités sociales extrêmement importantes et d'accès, en tout cas, aux soins, d'accès à la santé. Je pense qu'il y a un vrai sujet dans notre société aujourd'hui, et de se dire que, mais je crois que c'est Lauriane qui l'a dit, on est à la fois dans des enjeux d'individus, extrêmement individuels, mais on est évidemment, pour reprendre les propos de Lauriane, on est aussi dans des enjeux très collectifs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? On a une loi grand âge qu'on attend. Alors, on a eu quelques petites choses qui se sont passées sur l'isolement social, hein. On a eu voilà, les 2 heures de convivialité des aides à domicile, mais enfin qui n'ont pas continué à perdurer. On a le service public territorial de l'autonomie qui est une forme de guichet unique qui nécessite, en tout cas, que les acteurs se mettent tous autour de la table. Mais le vrai sujet quand même, c'est que c'est une loi de programmation. On voit bien, et c'est ça que défendent en tout cas les acteurs du secteur, c'est qu'on ait une loi qui nous permette de voir un petit peu plus loin, une loi qui nous permette aussi une certaine transversalité et vraiment du partenariat, parce qu'on voit bien qu'on touche, quand on commence à tricoter autour de la question d'isolement social, on parle mobilité, on parle logement, on parle aménagement de l'espace public, on parle de beaucoup de sujets qui ne sont pas forcément contenus dans une seule loi programmatique. Et puis aussi, évidemment, qu'on fait le lien avec toutes les politiques de proximité, parce que, évidemment, que la question de l'écosystème solidaire, elle ne se décrète pas, elle se crée aussi avec les acteurs du territoire, mais c'est vrai qu'elle est aussi stimulée, améliorée par la loi grand âge, en tout cas, qu'on attend. Voilà en quelques mots, en tout cas, l'histoire de Mona Lisa et ses impacts sur à la fois la manière dont on regarde la vieillesse et puis aussi la mobilisation citoyenne autour des questions des personnes âgées.
Merci beaucoup, Françoise. Et tu as évoqué, j'allais l'évoquer avec toi, mais tu l'as très bien fait aussi, l'importance de l'action bénévole, que ce soit celle à l'attention des personnes âgées ou celle qui est justement l'œuvre des personnes âgées à la Croix-Rouge française. On le sait, nombre de bénévoles ont un âge avancé et apportent énormément à l'association. Merci Françoise, merci Louis, merci Lauriane. On va passer tout de suite aux questions et commentaires laissés par le public. Je passe la parole à Anaë, donc notre chargée de projet scientifique. À toi, Anaë. Eh ben, merci à vous trois pour vos mots et merci à toutes et à tous pour vos questions. Je les ai collectées et j'ai essayé d'en faire une synthèse. Donc, j'espère que vous trouverez réponse à vos questions. Donc, j'en ai fait 4. La première sera sur les nouvelles technologies et quels sont les espoirs que vous placez en elles. La seconde portera sur le rôle des familles et des aidants. La troisième sur la définition du bien vieillir, comme Lauriane et Françoise l'ont évoqué. Et la quatrième sur l'image sociale des personnes âgées. Donc peut-être commençons par la première. C'est donc une question sur les nouvelles technologies pour vous trois, mais qui pourrait être adressée au premier abord à Louis, car vous participez actuellement au programme de recherche InnovCare qui aborde les questions d'innovation technologique pour les personnes âgées. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles technologies sont souvent porteuses de promesses, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup des nouvelles technologies, on pense que ça va résoudre beaucoup de soucis par rapport à la perte d'autonomie, par rapport à l'accompagnement des personnes âgées. Mais souvent, on a aussi un peu du mal. Le premier constat que nous on fait, c'est qu'on voit souvent une déconnexion entre des besoins des personnes âgées notamment et des technologies. C'est-à-dire que souvent, les technologies, elles ne sont pas vraiment adaptées, c'est-à-dire qu'elles sont pensées pour caricaturer, hein, par des ingénieurs, loin des situations concrètes. Et donc, les promesses qui sont portées dans les technologies, parfois, elles font flop. Vous l'avez peut-être tous et toutes déjà constaté, ne serait-ce que la télé-alarme, à un moment donné, voilà, ça fait un boom, il y a beaucoup de business qui était fait là-dessus, et on se rend compte que des fois, dans des cas précis, voilà, il y a des mésusages, des détournements, des personnes qui s'en servent pas, et tout ça n'a pas forcément été anticipé par la conception des technologies. Donc, nous, ce qui nous intéresse en tant que chercheurs, c'est essayer de faire des liens entre différentes disciplines, notamment voilà, les ingénieurs, les roboticiens, les personnes qui feront plutôt des sciences humaines, les premières concernées, les proches, les personnes âgées, pour essayer essayer de répondre davantage aux besoins. Et ça, c'est les enjeux principaux qui sont liés à l'avancée des technologies. Voilà, toujours pas garder en tête cet objectif de transversalité, d'amener les premiers concernés dans la conception des technologies. Voilà, c'est ça notre enjeu principal selon nous. Et transversalité, et pour le cas d'InnovCare, donc ce fameux programme de recherche de l'EHESS et de la Fondation France-Japon, dans une perspective aussi comparative entre la France et le Japon. Effectivement, ouais, c'est quelque chose qu'on sait tous aussi, là, que les Japonais sont face à des questions de démographie vraiment importantes, de vieillissement de la population, et qu'ils sont plutôt bons sur les technologies, la robotique. Mais donc, on voit chez nous, chez les Japonais, voilà, on essaye de s'inspirer de ce qu'ils font, mais aussi de garder en tête, voilà, quelles sont les problématiques et comment essayer de penser voilà, l'apport des technologies de manière très concrète dans la perte d'autonomie. Voilà, c'est toujours bien de regarder un peu autre part. Avec l'intelligence artificielle, ça revient vraiment énormément. Anaë, Peut-être Lauriane, Françoise, auriez-vous oui. quelque chose Oui, à... moi je veux bien rajouter quelque chose parce que je pense aussi qu'il faut qu'on comprenne que je dirais les vieux qui arrivent, qui arrivent vieux, on commence à avoir la maîtrise aussi de tous ces outils technologiques. Enfin, voilà, je pense que là, il y a quelque chose aussi d'un sujet autour de l'adhésion d'un certain nombre d'outils numériques. Je pense que l'intelligence artificielle
a déjà facilité aussi la vie des organisations de travail, l'efficience dans certains services d'aide à domicile. Je pense que ça, c'est vraiment un vrai sujet sur les équipes autonomes. Enfin, vraiment, il y a quelque chose aussi en termes d'organisation du travail, d'efficience du travail. Et puis, moi, je voudrais aussi parler d'ICOP, puisque c'est aussi quelques programmes qui a été développé par l'OMS, un programme justement d'auto-évaluation qui se fait sur votre téléphone portable. ICOP, c'est Integrated Care for Older People, et qui est une manière de repérer en tout cas les fragilités et qui teste à la fois votre locomotion, votre nutrition, votre état mental, votre audition, votre vision et vos facultés cognitives. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'à la fois, c'est la possibilité aussi pour les personnes de, ben, justement, par rapport au regard qu'on pose sur sa même propre vieillesse, ben, d'être en capacité, en tout cas, de commencer à repérer ses fragilités et de pouvoir assez rapidement y faire face et de pouvoir aussi, en tout cas, quand il y a une fragilité extrêmement forte, de pouvoir avoir, d'être relié, en tout cas, à un centre de décision qui permet assez rapidement aussi de pouvoir vous proposer une aide si jamais on voit que vous marchez moins bien ou que vous avez perdu la vie rapidement ou voilà, ou vous vous essoufflez, enfin que sais-je. Mais en tout cas, c'est aussi intéressant de se dire et de pouvoir se dire, en tout cas pour le programme ICOP, évidemment qui est en train de se déployer en France, il y a évidemment les nouvelles technologies sont extrêmement au cœur de l'efficacité du déploiement et de l'efficacité aussi de la détection. Voilà. Lauriane, est-ce que sur cette Oui. question-là? Pour le cas de la Polynésie française, je dois dire que les nouvelles technologies n'ont pour le moment pas beaucoup été intégrées à la prise en charge, à l'accompagnement au quotidien. Par contre, je suis avec attention un dispositif qui a été déployé dans les Antilles, notamment par Jean Sabin, qui a écrit un papier à ce propos. C'est un dispositif qui s'appelle Anaïs, A-N-2-A-I-S. Et c'est en fait une application de répit à la demande. Et donc, on réfléchit à la manière dont ça pourrait éventuellement fonctionner dans le contexte de l'agglomération urbaine de Papeete sur l'île principale, donc à Tahiti, pour alléger la prise en charge, notamment dans le cadre des aidants qui sont des aidants exclusifs et qui se retrouvent à devoir faire face seuls à la prise en charge d'un parent âgé. Eh bien, merci beaucoup. On a pu voir aussi avec Louis que le dispositif d'EHPAD hors les murs et le maintien à domicile suppose une grande implication des proches, notamment pour de multiples tâches comme la planification des aides, les liens avec les soignants et bien d'autres. Et ceci renforce l'investissement des proches dans la coordination. Il y a donc une limite à ce que ces proches aidants peuvent faire. Aussi, les travaux de Lauriane révèlent notamment que les maintiens à domicile et la prise en charge familiale exposent les personnes âgées à des formes spécifiques d'isolement social et de précarité. En mettant en lumière les risques sociaux liés à la politique du care familial dans le contexte polynésien, donc Lauriane vous montrait plus généralement les limites des solidarités familiales comme socle prédominant, voire exclusif d'une politique sociale de la vieillesse. Donc, ces deux exemples mettent en lumière les limites des actions des proches aidants. Quelles solutions avez-vous pour repousser ces limites et mieux aider celles et ceux qui aident leurs proches âgés? Que reste-t-il pour vous à explorer? Mais aussi, quels sont les dispositifs? Et je prends le contre-pied de ma question et à l'inverse, du coup, une personne âgée sans ses proches aidants peut-elle accéder à ces dispositifs? Dites-moi. Merci. Merci. Donc, pour mon cas, voilà, parmi les évolutions du modèle de l'EHPAD, ça a déjà été cité notamment par Françoise qui rebondit là-dessus, mais actuellement, on est dans le déploiement de ce qu'on appelle des centres de ressources territoriales. C'est des centres de ressources territoriales pour personnes âgées qui visent à transformer, un peu comme je l'ai dit sur le modèle de vivre à la maison, hein, l'accompagnement à domicile et l'accompagnement en institution. Donc ça, c'est parmi des ressources qui sont prometteuses, des dispositifs qui vont sûrement faire bouger les lignes, qui sont soutenus institutionnellement vers à plus grande échelle pour mieux vivre à domicile, avec toujours ce même principe de faciliter la coordination,
avoir un accompagnement renforcé à domicile et une mutualisation des ressources à un niveau territorial. Donc des atouts importants. Pour ce qui est de la question des aidants, c'est toujours pas résolu puisque l'accompagnement à domicile, c'est parfois mission impossible. Parfois, c'est très concrètement, c'est réalisable sans aucun proche, mais on se rend bien compte qu'au cas par cas, une personne, voilà, imaginez avec une maladie d'Alzheimer qui est très développée, qui se met en danger à son domicile, ou une personne qui n'arrive plus du tout à se déplacer, qui n'a pas de proche à côté, ben voilà, se pose la question de la frontière entre la limite de l'accompagnement à domicile. Alors là, c'est au cas par cas, mais ce type de dispositif, comme Vivre à la maison, les centres de ressources territoriales, ils ont le mérite d'essayer de limiter la rupture entre le domicile et l'établissement. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que l'entrée en établissement peut être vécue comme quelque chose dans une suite de parcours et non plus comme une rupture qui serait vraiment mal vécue dans une perte d'autonomie. Voilà. Merci beaucoup. Lauriane, Françoise? Oui, peut-être redire 2 mots sur les aidants. Heureusement qu'ils sont là, hein, 5 à 6 millions d'aidants. Enfin, je veux dire, c'est énorme. C'est pareil, ça fait partie des populations totalement invisibles. Bon, là, il y a la Journée nationale des aidants le 6 octobre qui met en visibilité cette population, mais extrêmement importante et essentielle, avec peut-être 2 petits sujets d'ailleurs. Souvent, les aidants décèdent avant les personnes qu'ils aident. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose autour de la santé des aidants. Et les aidants, aujourd'hui, ben, changent aussi un petit peu de profil. On a beaucoup d'hommes qui deviennent aidants. Jusqu'à maintenant, voilà, dans la représentation, c'était beaucoup de femmes qui étaient aidantes dans les métiers du care et à la fois, en tout cas, dans ce travail du care. Et aujourd'hui, on a des hommes, ce qui modifie évidemment un petit peu les attentes des uns et des autres. Et de se dire aussi qu'il y a beaucoup d'aidants âgés, c'est-à-dire que une longévité, donc parfois on se retrouve aidant, en tout cas d'un parent qui a 90 ou 90 ans, en ayant soi-même 70 ans à la retraite. Donc je veux dire, il y a vraiment aussi quelque chose de la longévité extrêmement importante. Et puis les aidants, il faut faire alliance avec eux. C'est pas forcément simple. Parfois, par rapport à ce qu'on s'est dit sur l'autodétermination, sur la place et de la personne âgée, citoyenne jusqu'au bout de la vie, bah, parfois, les aidants ont vraiment parfois tendance aussi à infantiliser, à prendre des décisions à la place d'eux. Donc, moi, en tant que médecin gériatre, c'est vrai que c'était parfois compliqué de mettre aussi autour de la table à la fois la personne accompagnée et les aidants et les soignants, avec cette triade qui est pas forcément si simple. Et de se dire aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Lauriane, le répit est essentiel. C'est un métier à plein temps, c'est un métier usant. C'est un métier où finalement, les aidants peuvent décéder avant les personnes qu'ils aident. Donc, la question du baluchonnage, la question des haltes répit, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont travaillées aujourd'hui autour de ces questions d'aidance. Oui, sur la question des limites dans la prise en charge familiale, elle est essentiellement due, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'indisponibilité des descendants parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut s'occuper aussi d'autres choses. Euh, Elle est essentiellement due aussi, cette limite, à la prise en charge des maladies complexes, des maladies invalidantes, neurodégénératives, etc. Et donc au fait que nécessairement il y a des connaissances médicales limitées pour la prise en charge des maladies qui sont évolutives, voilà, mieux connaître certains stades d'avancement des maladies, etc. Actuellement, je dirais qu'en Polynésie française, il y a une visibilité croissante dans l'espace médiatique et dans le débat public autour des enjeux liés au vieillissement. Notamment, il y a eu un dernier rapport d'information de l'Assemblée de la Polynésie française qui évoque la mise en place d'un statut d'aidant spécifique. Sont discutées également les possibilités de mettre en place le dispositif de l'APA en Polynésie française, qui n'existe pas encore ici. Donc là encore, on revient à la question des transferts de dispositifs d'un contexte à l'autre. Mais en tout cas, voilà, on est dans un contexte de recherche de solutions. Et pour faire écho à ce que vous disiez, Françoise, tout à l'heure, sur le bénévolat, c'est vrai que ce que j'ai observé sur le terrain, c'est que dans de nombreuses îles de Polynésie française, il y a des associations de Matahiapo, donc des associations d'aînés.
Et ce que l'on voit, c'est que ce sont souvent les personnes âgées de 60-70 ans qui sont encore autonomes, qui vont effectivement faire du porte-à-porte, aller de maison en maison et s'occuper, disons, ou en tout cas se préoccuper du lien et du soin, justement, qui est déployé autour des personnes âgées de 80 ans et plus, qui sont en tout cas en situation de dépendance. Voilà, vérifier si la famille les traite bien. Donc, en tout cas, il y a ce levier qui est le secteur associatif qui est assez fort en Polynésie française et qui est, à mon avis, peut-être une solution intéressante à valoriser davantage pour la suite. Merci beaucoup pour vos réponses. Voilà une question un peu plus philosophique. Elle a été notamment soulevée par Lauriane et Françoise tout à l'heure. Pour vous, qu'est-ce que le bien vieillir ou bien vieillir? Est-ce que finalement, tout ne découle pas de cette question? Vous avez 3 heures. Vous n'avez pas 2 heures. Qui veut se risquer cette question? Non, mais moi, je vais me risquer sans problème. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, je veux dire, à la fois, c'est une promesse et une injonction. Oui. Enfin, moi, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs quand on avait rediscuté sur l'intitulé de la loi. Je disais, mais attendez, bien vieillir, on dirait qu'on est tous forcés d'y aller, quoi. Je veux dire, voilà, si on vieillit pas bien, ben voilà, on serait coupable de, voilà. Donc c'est extrêmement important de se dire que c'est une promesse. Oui, je pense que on est dans un pays, je dirais, où on peut donner cette promesse du bien vieillir. Avec toutes les inégalités qu'il y a, on a parlé des aidants, on a parlé des revenus, on a parlé des territoires. Évidemment que là, sur cette question de l'accès aux soins, de l'accès aux services, enfin, aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour de ces questions-là. De se dire aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une responsabilité totalement individuelle aussi du bien vieillir, mais je pense aussi que les pouvoirs publics, les politiques publiques aussi répondent à cette responsabilité collective de la manière dont une société aujourd'hui en fait s'organise pour prendre en charge au mieux les personnes vieillissantes. Donc là, il y a un sujet qui est relié aussi dans les priorités, en tout cas, de dépenses d'une nation, et de se dire qu'aujourd'hui, au vu en tout cas du galop énorme, en tout cas des personnes qui vont. Alors là, on a un petit. En fait, on a aujourd'hui, là, quand on regarde les courbes, on a un petit creux qui est lié au fait finalement des gens de la dernière guerre, quoi. Donc les baby boomers arrivent et là, je veux dire, on est vraiment évidemment déjà dans le mur. Donc, et c'est collectivement qu'il faut qu'on prenne des décisions, tout en sachant que chacun d'entre nous est un peu dans le déni de son propre vieillissement. C'est toujours celui d'à côté qui vieillit plus vite que soi, je vous le dis tout de suite. Et voilà. Merci Françoise. Est-ce que Louis ou Lauriane, sur cette question-là, vous voudriez revenir? Ben, nous, en sociologie, c'est assez classique de revenir sur cette idée d'injonction, hein. Ouais. Effectivement, on insiste beaucoup là-dessus, sur d'un côté, avoir des normes sur bien vieillir, ça amène une responsabilisation des individus face à ce vieillissement. On doit bien vieillir, faire attention à sa santé, aller faire ses dépistages, sortir pour ne pas être isolé, bien manger, arrêter de fumer, et que toutes les personnes qui contreviennent à ces normes courent le risque d'être stigmatisées. Et on voit bien le problème qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça, c'est le risque de stigmatisation des personnes qui s'écartent de cette norme du bien vieillir. Ce qui est intéressant du point de vue de la recherche en sociologie ou même dans une perspective anthropologique, c'est comme je le disais tout à l'heure, de non pas considérer le bien vieillir comme une norme ou un nouveau standard à atteindre, effectivement avec cette dimension injonctive, mais de comprendre comment cette norme s'applique différemment ou comment cette norme existe différemment dans les différents contextes nationaux, locaux, territoriaux. Et donc, peut-être de déployer davantage des recherches qui s'intéressent aux représentations de ce que c'est que d'avancer dans l'âge de la meilleure des manières. Qu'est-ce qui est source de joie et de satisfaction? Qu'est-ce qui est source de tristesse et d'insatisfaction? Voilà, de revenir à des choses peut-être un peu plus qui relèvent de l'étude du bien-être, en fait, des personnes. Eh bien, restons dans le thème des injonctions sociales. L'avancée en âge est perçue négativement par notre société, voire elle les exclut.
Certains acteurs utilisent même le terme d'agisme. Nous pourrions utiliser ce webinaire pour penser tout le contraire et voir cette situation comme une opportunité, une chance pour réinterroger la place des personnes âgées dans notre société et les enjeux qui en découlent. L'enjeu économique, écologique et sociétal. Donc, quelles actions concrètes pourraient permettre un changement de regard sur l'avancée en âge dans notre société? Qu'en pensez-vous? Françoise. L'image sociale des personnes âgées. Non, mais c'est bon parce que moi, je suis la plus vieille des trois, donc je vais répondre. J'ai peut-être presque le double de l'âge de Louis, peut-être, donc voilà, ou sûrement de Lauriane. Non, mais je veux dire, je pense que cette question d'agisme, elle est extrêmement grave et elle est vraiment un phénomène discriminatoire. Enfin, j'ai envie de le dire comme ça parce qu'on se dit l'agisme. Bon. Non, c'est un phénomène discriminatoire où finalement, collectivement, nous sommes tous responsables de cette discrimination. Donc ça, je veux dire, je pense que c'est extrêmement important de remettre en tout cas la question d'agisme, qui n'est pas un phénomène de mode, mais qui est vraiment quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement structurant, d'extrêmement délétère vis-à-vis en tout cas des personnes âgées, parce que finalement, quelque part, l'agisme rajoute une vulnérabilité à une autre vulnérabilité. C'est-à-dire que la question du bien vieillir, elle est extrêmement inégalitaire parce que quand vous avez une vulnérabilité, que vous avez cumulé l'isolement social, que vous cumulez, vous avez un métier compliqué, que vous avez une perte de la mobilité, que vous cumulez aussi que votre voisin vous traite de vieux toute la journée, je pense que vous cumulez de manière extrêmement forte ces vulnérabilités qui sont quand même, voilà, qui se multiplient plus qu'elles s'additionnent. Moi, j'ai envie de le dire comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je veux dire, les cibles, elles sont aussi, me semble-t-il, à la fois sur la jeunesse, déjà. Donc, il y a par exemple, je cite une action des Petits Frères des Pauvres qui fait de la lutte contre l'agisme dans les collèges, en classe de cinquième. Il y a tout un programme, en tout cas, extrêmement intéressant, extrêmement interactif. Et les gamins de cinquième, ils ont bien compris la discrimination, hein. Ils ne la prennent pas du tout à la légère. Ils ont bien compris à quel niveau on se situe, agisme, racisme. Enfin, vraiment, franchement, c'est extrêmement fort. Et de se dire aussi qu'il faut aussi qu'on commence aussi par modifier le regard qu'on porte sur son propre vieillissement aussi. Et s'il y a il y a une fondation qui vient de faire paraître avec l'Agir Carco des résultats qui montrent que le fait, en tout cas, de regarder son vieillissement avec sérénité, eh ben, vous vous rendez compte, ça vous rajoute des années de vie. C'est merveilleux. Donc voilà, mais redire aussi quand même, et je reprends ma casquette de gériatre, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de regarder positivement, en tout cas collectivement et individuellement, ces questions de vieillissement, c'est que, c'est que finalement, nous ne sommes pas du tout les champions du monde du vieillir en bonne santé, et que la France reste encore extrêmement, pas très bien placée, on va dire ça comme ça, dans tout ce qui concerne, parce que le vrai sujet quand même, au bout du bout, c'est de se dire, on veut bien vieillir, et ce que nous disent d'ailleurs les Français, d'ailleurs, ce que disait Lauriane tout à l'heure. On interroge les gens, ils nous disent, mais moi j'ai envie de rester chez moi et j'ai envie de continuer à faire ce que je veux jusqu'au bout de la vie, ce qui nécessite quand même une bonne santé. Donc aujourd'hui quand même, on n'est pas encore les champions du monde du vieillir en bonne santé. Donc on a un peu de boulot. Oui, Lauriane, sur cette question de l'image sociale des personnes âgées, si vous avez des... Oui, je dois dire que peut-être que l'agisme est moins flagrant en Polynésie française parce qu'il y a quand même un discours fort sur la redevabilité que les descendants ont envers leurs ascendants. Donc c'est quand même valorisé et aussi lié au fait que les descendants, notamment dans les milieux populaires, comme je le disais, ont tout de même besoin de leurs ascendants âgés, notamment d'un point de vue économique. Donc on retrouve un peu moins, je pense, ces questions de stigmatisation liées à l'âge, en tout cas dans les représentations et les discours les plus communs. Oui, de mon côté, j'aimerais juste finir sur cette note positive aussi, dire qu'effectivement, ce sont des constructions sociales et ces contre-exemples nous montrent que d'autres chemins sont possibles et que voilà, on doit considérer la question avec sérieux et justement pour pouvoir lutter contre cet agisme. Voilà.
Eh bien, merci. On a fait le tour. Ouais, je vais peut-être rajouter quelque chose aussi, T'en prie, parce que Françoise. finalement, ce qui est extrêmement intéressant de cette démographie, c'est-à-dire que maintenant, ça se voit qu'il y a des vieux dans le paysage. Enfin, je veux dire, dans notre société aujourd'hui, c'est une question de, je dirais, de curseur et de rapport de force en termes de population. Et aujourd'hui, les vieux, enfin, on voit qu'on est dans une société vieillissante. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de sujet aussi. Et je pense que ça contribue aussi au fait peut-être de commencer à changer aussi le regard de la société sur le vieillissement. Parce que, évidemment, c'est visible, c'est incontournable et voilà, c'est une réalité. Ben, merci beaucoup. Merci encore Françoise, Louis, Lauriane. Merci pour cet échange vraiment très intéressant. J'ai vu passer plusieurs remerciements, messages de remerciements aussi dans le fil de discussion du Zoom. Je crois que c'était vraiment très riche. Nous allons bien sûr communiquer sur la diffusion de cet enregistrement sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aussi le diffuser et ça intéressera, je pense aussi, beaucoup de gens qui n'ont pas pu assister à ce webinaire avec nous aujourd'hui. Donc encore merci, Louis, Lauriane, Françoise, c'était vraiment passionnant. À très bientôt à tous pour un nouveau webinaire et pour la suite des activités de la Fondation. On a encore pas mal de choses dans l'agenda pour 2025. Merci à vous et, euh, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.